Mesdames, Messieurs, un grand plaisir de vous retrouver à TV Web Santé. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Antoine Desjardins pour nous parler de la SAC et surtout avec les obligations et les droits des personnes qui viennent tout juste d'arriver au Québec. Maître Desjardins, bonjour. Bonjour, Mme Starkey. Un grand plaisir de vous retrouver. Droits et obligations, c'est ce que je disais en ouverture. Quels sont leurs droits et les obligations des accidentés de la SAC? Eh bien, les droits, c'est d'être compensés, indemnisés à leur juste valeur, c'est-à-dire en quantifiant leurs blessures, bien sûr. La loi sur l'assurance automobile est une loi en vigueur depuis le 1er mars 1978, ce qu'on appelle la loi sans écart à la faute. Donc, toute personne accidentée résidant au Québec, citoyen canadien, résident permanent et tout ça, personne qui a l'intention de vivre et qui vit au Québec peut être compensée par le système de la SAQ. Donc, les trois obligations, bien sûr, c'est d'obtenir la juste compensation. Et dans le cas d'un accident, bien sûr, c'est de donner suite au processus, c'est-à-dire consulter les bons spécialistes, etc. Pourquoi les personnes issues de l'immigration ont plus de problèmes que les personnes québécoises et québécois de souche? Eh bien, de ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'il y a essentiellement une question de barrière linguistique et culturelle, l'intégration. Certaines personnes nouvelles, les nouveaux arrivants, ont de la misère simplement à savoir qu'est-ce qui se passe, là, hein, du seul fait d'être dans un nouveau pays, un nouvel espace, une nouvelle ville, avec des gens qui ne connaissent pas, des mécanismes sociaux qui ne sont pas encore assimilés. Alors, oui, je vous dirais la barrière linguistique, l'intégration culturelle, c'est certain que c'est un enjeu. Les craintes aussi, des gens qui quittent un pays où ils sont en mode survie, arrivent dans un pays de droit, où est-ce qu'ils peuvent maintenant y vivre sans crainte pour leur vie. Donc, il y a toujours un enjeu d'ajustement social, en effet. Ouais. Quelles sont les indemnités dont elles ont droit, ces personnes-là, les personnes accidentées? Parce que, est-ce que c'est dès le départ, dès qu'elles arrivent, elles ont droit ou il faut attendre quand même quelques semaines? Dans le contexte où la réclamation, bien sûr, est acceptée à la SAC, on soumet la demande d'indemnisation. Du moment où c'est accepté, puis que vous avez votre numéro de réclamation et tout ça, que le dossier suit son cours, la personne, dans certaines circonstances, aura droit à une indemnité de remplacement de revenus. Donc ça, c'est le salaire que la personne gagnait au moment de l'accident. Elle aura droit à des frais de physiothérapie si elle est en incapacité, si elle a besoin de soins. Elle aura droit peut-être même à un ajustement à domicile, ce qu'on appelle l'aide à domicile, pour l'aider à couper les carottes, pour l'aider à faire le ménage, pour l'aider à son hygiène corporelle. Elle aura droit aussi, ultimement, dans la fin du processus en général, à la quantification des séquelles, une indemnité pour perte de qualité de vie qu'on appelle indemnité pour blessure, où la personne recevra un montant forfaitaire qui témoignera de l'ampleur de ses blessures aux yeux de la SAC. Et tout ça aussi pour l'immigration, c'est-à-dire pour les gens qui viennent d'arriver, oui, ils ont droit à tout ça. Bien, c'est ça. Dans l'optique où est-ce qu'on est des citoyens canadiens, résidents permanents, qu'on remplit les critères, qu'on soit un citoyen canadien qui vient étudier ici au Québec, dépendamment, il y a des différents barèmes de la loi, donc la responsabilité va être inversement proportionnelle, l'indemnisation va être inversement proportionnelle à la responsabilité dans l'accident, etc. Il y a des cas techniques, mais en général, si on remplit les critères de la loi et qu'on est reconnu comme citoyen canadien, résident du Québec, là, la personne aura droit aux indemnités. Alors, si on est insatisfait de ce qui a été décidé dans notre dossier, quels sont nos recours pour la SAC? Parce que ça ne doit pas être facile de se battre. Bien, on appelle Maître Desjardins chez Causalex et on va vous aider. Non, blague à part, ce qu'on fait, c'est qu'on conteste les décisions administratives. Malheureusement, on a 60 jours pour contester. Je vais vous expliquer un peu les paliers. À la SAC, vous avez l'indemnisation, qui est le premier étage, si on peut dire. Donc, du premier étage, on s'en va au deuxième, qui est l'étage de la révision. Donc, quand vous recevez une lettre de votre agent d'indemnisation qui dit « Madame Stanquet, on refuse telle ou telle indemnité ou tel droit. » Donc, vous avez la disposition de contester cette décision-là en révision. Vous avez 60 jours pour le faire. Si vous ne le faites pas dans le délai imparti par la loi, là, vous allez devoir justifier pourquoi. Alors, moi, je vous conseille à tout le monde de contester dans le délai de 60 jours, un délai de rigueur, qui est important.
Après le système de révision administrative, qui sont des employés de la SAC, en général des futurs avocats dans plusieurs cas, va rendre une décision sur le chef que vous avez contesté. D'accord? Donc, on refuse le salaire. La révision va rendre une décision. Après ça, vous avez un autre 60 jours pour contester cette décision-là au tribunal administratif du Québec, qui est une instance indépendante. Et à ce niveau-là, qui est géré par des juges administratifs, qui sont des juges de l'État québécois. Ils n'ont rien à voir avec la SAC. Ils vont regarder différents aspects de différentes lois. Donc, c'est un peu plus objectif. C'est un devoir d'impartialité. D'accord? Oui. Et les juges vont vont entendre les causes, notamment de la SAQ. OK? Et ce qui est intéressant au tribunal, c'est que vous avez le loisir aussi, l'occasion de demander une conciliation. Maintenant, c'est systématique. Tous les dossiers qui montent au tribunal se font référer en conciliation pour voir si on peut régler le dossier hors cours, comme on dit, ou déjudiciariser le plus possible, éviter un procès. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va négocier un dossier avec dépôt de preuves, une nouvelle documentation, expertise médicale, rapports, suivis médicaux, etc., dans le but ultime de régler le dossier et éviter un procès. Bon, là, on a un cas, c'est un succès. Finalement, on a déposé nos dossiers avant les 60 jours. Tout va bien. On commence à faire de la réadaptation. Et c'est quoi une réadaptation avec succès? Qu'est-ce que ça prend pour que ça soit un succès? Bien, la réadaptation peut commencer dès le lendemain de l'accident. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient déjà en réadaptation, qui avaient déjà soit un accident antérieur, qui avaient déjà des bobos, comme on dit, des blessures. La réadaptation va commencer, dans le fond, c'est des traitements de physiothérapie, c'est des soins, c'est la rééducation, ça soit de la psychologie, des traitements de psychothérapie. La réadaptation, c'est très large, ça peut être multidisciplinaire. Donc, ce qui est important, c'est de consulter les bons spécialistes. C'est que si vous êtes accidenté, peu importe ce que la SAC décide, qu'il refuse ou accepte, moi, je vous dirais, soyez le plus proactif possible. Évitez les silences médicaux. S'il y a un seul conseil que je peux donner à ma clientèle et à toute personne accidentée au Québec, les silences médicaux, c'est ça qui tue vos dossiers. Qu'est-ce que c'est, les silences? C'est simplement par oubli, par négligence, par manquement de la personne accidentée, par écœurantite. Et on comprend. Mais le silence médical, c'est le fait que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, voire certaines années, les gens ne documentent pas, ne vont pas voir leur médecin. Donc, souffrent en silence ou bien passent à d'autres choses, pensant que c'est trop compliqué. Il y a une statistique que je vais vous dire, environ 85-90% des gens ne contestent pas les décisions en révision. Donc, acceptent le verdict de la SAC. Moi, je vous dirais, dans le doute, contestez et consultez. Consultez-nous, consultez des gens, consultez des spécialistes, consultez des avocats, consultez des gens qui sont spécialistes dans la loi sur l'assurance automobile. Parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. D'accord? Alors, voilà, c'est pas mal les grandes lignes. Ouais, c'est de consulter, éviter les silences médicaux, aller voir votre médecin. Si votre médecin n'est pas disponible parce qu'on vit au Québec, puis le guichet Accès Santé, puis bon, les médecins de famille, c'est bon, les multiples réformes, allez voir un pharmacien, allez voir un physiothérapeute, allez voir des spécialistes de la santé qui sont reconnus au Code des professions. Allez voir un psychologue, mais documentez votre dossier. Allez voir les travailleurs sociaux, peu importe. Allez voir des gens, allez voir des avocats. Allez voir des gens qui vont vous permettre de documenter votre dossier et, à la limite, de vous canaliser à bon port, là, vous envoyer à bon port. Et pour une meilleure réintégration, il faut être actif, donc éviter les silences. Oui. Et ça veut dire être actif, pas se cacher dans un coin, donner des nouvelles, continuer à prendre les traitements, les médicaments. Les 3 mots magiques d'un dossier SAC, c'est documenter, documenter et documenter. Pourquoi? Justement, pour éviter le silence médical, pour éviter les zones, le fromage suisse, les trous dans le fromage suisse, où est-ce qu'il y a des trous dans votre dossier. Et là, ce qui arrive, c'est que si vous vous rendez au tribunal, c'est les juges qui vont interpréter ça comme soit un manquement, soit une négligence, soit un je m'en foutisme, soit un problème X, Y, Z, que la personne accidentée devra justifier. Et ça va nuire à votre réclamation si vous alléguez que vous avez des grosses douleurs, une incapacité, mais que vous ne documentez pas votre dossier. C'est vous qui allez être perdant. C'est ça.
C'est ça. Justement, en parlant de perdants, mais je voulais savoir le plus, les blessures que vous voyez le plus dans votre cabinet, les blessures de la SAC. On voit beaucoup, depuis quelques années, beaucoup de détresse psychologique. Oui, le contexte de la pandémie, bien sûr, mais la pandémie était là avant. Je veux dire, la détresse psychologique était avant la pandémie. Ça ne l'a pas aidé. Et, surprenamment, j'ai plus de dossiers venant de femmes que d'hommes, comme si les femmes étaient plus proches de leur bien-être, plus avenantes par rapport à ça. Souvent, les gars, on est cordonniers mal chaussés, on va endurer la douleur. C'est un trait qui est peut-être négatif pour un accident parce que des gens vont vivre une détresse longtemps. Alors moi, je suggère qui vous soyez, consultez, n'ayez pas de honte parce que c'est un processus qui est confidentiel. Si vous allez voir un avocat, l'avocat ne va pas raconter ça à votre famille. Vous avez le droit de consulter, le droit aussi de gagner votre réclamation. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est bien sûr volontaire. Oui, il faut payer des coûts. Ironiquement, vous devez engager un avocat, c'est quand même un peu de non-sens. Pourquoi je dois payer un avocat pour obtenir gain de cause? Mais bon, c'est parce qu'on vit dans un système faut se défendre. Imparfait, il faut se défendre effectivement. Mais par contre, on a les disponibilités, on n'est pas sans recours. Alors, les gens doivent saisir l'occasion et aller de l'avant et contester les décisions. Donc, détresse psychologique. Oui, on voit de la détresse psychologique, on voit des blessures orthopédiques. Souvent, j'ai des gens qui sont venus dans mon bureau avec une hernie discale. Ils sont ressortis avec une dépression. La SAC n'avait pas reconnu la dépression. 40% environ des gens qui ont un traumatisme crânien dans leur vie risquent ou vont probablement avoir un trouble dépressif dans leur vie. Parce qu'on a des deuils, on voit plus clair, on est floué dans notre tête, on est comme une espèce de vinaigrette, on est brassé, on panique, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, beaucoup de gens vont avoir une détresse psychologique vive et ne vont pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ils vont traîner ça pendant des années au travail, vont perdre leur conjoint, vont avoir des problèmes relationnels, des problèmes de consommation, vont tomber dans la rue, perdre leur emploi, détresse par-dessus détresse. Alors, c'est très important de bien documenter, poser le bon diagnostic, éviter le silence médical et aller voir les bons spécialistes parce qu'une dépression peut être induite par un trouble orthopédique. Une entorse lombaire, une fracture ouverte, peu importe, une douleur musculo-squelettique peut amener un trouble dépressif. Un traumatisme crânien peut amener un trouble dépressif. Donc, il faut faire très attention. Il faut regarder tout ça. Quels sont les plus grands problèmes rencontrés avec la SAC? Autrement dit, vos batailles. La reconnaissance diagnostique, j'ai beaucoup de clients qui ont de la misère à avoir leur dossier reconnu, leurs blessures reconnues. J'ai aussi beaucoup de clients qui ont de la misère à avoir leur incapacité à travailler reconnue. Donc, lien causal, la relation causale entre les blessures et l'accident, c'est un gros enjeu. Souvent, la SAC va finaliser un dossier en ayant refusé tel ou tel diagnostic en amont. Alors, la personne se dit, « Oui, j'ai reçu 40 000 $. Oui, mais votre 40 000 $, vaut peut-être 80 000 dans le fond, ou 100 000, ou peu importe. Alors, les gens se font des fois, malheureusement, donner un son de cloche qui est faux, malheureusement, ou du moins qui n'est pas proche de la vérité. Alors, c'est pour ça que les gens doivent, leur plus grande bataille, c'est qu'ils doivent souvent engager, aller voir des spécialistes, aller voir des experts, des orthopédistes, des psychiatres, des neurologues, pour justement contre-attaquer avec une contre-preuve médicale. Donc ça, c'est le plus gros enjeu. Puis aujourd'hui, les expertises, c'est pas donné. Ça coûte cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit à un remboursement réglementaire de maintenant 1 600 $ dans le coût d'expertise. Donc, si un orthopédiste vous coûte 2 000, 2 500, et qu'avec cette preuve-là, cette contre-preuve-là qui vient de vous, vous avez gain de cause à toute étape de votre dossier, vous aurez donc un remboursement réglementaire en fonction du barème de la SAC. Comment on fait pour calculer les indemnités? Je veux dire, les gens ne sont pas comme vous, ne sont pas des avocats, ils ne sont pas au courant, ils ont eu un accident, ils ont un traumatisme crânien, ils sont diminués. Comment on fait pour s'en sortir et calculer? Comment la SAC calcule les indemnités? Oui, ça souvent c'est c'est un fourre-tout. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, ils pensent qu'il peut y avoir 1 million. Non, il y a un maximum de barème. Comme par exemple pour le salaire, bien sûr, il y a comme
Tout ça est réglementé, tout ça est compartimenté dans des blocs. Okay? Il y a un maximum d'indemnité de salaire selon votre salaire que vous gagnez. Si vous gagnez 1 million par année, en général, les gens vont avoir, ou 200 000, les gens vont avoir une assurance privée. Ils n'auront pas 200 000 par la SAC. Là, Donc, okay? on monte Donc, ce qu'on a fait exactement, par année. Ça, c'est pour le salaire. Oui, la SAC, je vous dirais, c'est un système qui est efficace pour la classe moyenne, OK? Et c'est un système, par contre, qui a des parts d'ombre pour les travailleurs autonomes, pour les étudiants. Ce n'est pas un système qui est nécessairement le plus efficace pour les étudiants, pour les travailleurs autonomes. C'est un système qui est vraiment pour la classe moyenne, pour le travailleur, la travailleuse là, de la classe moyenne. Alors, vous pouvez donc... voilà, c'est pas mal... Alors, par rapport au salaire... Oui. Par rapport à la réadaptation, de toute façon... Oui, les séquelles, pour la question des séquelles, la quantification se fait en vertu d'un barème. Encore une fois, c'est un peu bizarre à dire, mais il y a toute une charte de blessures qui est quantifiée au sens de la loi avec des barèmes qui sont annualisés, qui sont indexés. Donc, par exemple, si vous avez 100 de séquelles en 2023, vous allez avoir près de 280 000 de séquelles pour votre dossier. Vous n'aurez pas 1 million. Vous allez avoir 280 000 environ de séquelles si vous êtes là alité pour le restant de votre vie. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est-à-dire que, par exemple, qu'on a eu un accident en 2022, on est en 2024, on a des séquelles de cet accident. Est-ce qu'on peut revenir en arrière en disant « Je pensais que j'étais bien, mais finalement, j'ai des oublis, j'ai des craintes sur la route ». J'ai du mal à prendre ma voiture parce que je revois le choc. Mais en 2022, tout allait très bien. Puis en 2024, on sent qu'on a de la difficulté à reprendre le travail, à reprendre la voiture parce que les peurs sont toujours là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ce qu'on appelle un dossier de rechute essentiellement. C'est ça. Oui, vous pouvez revenir parce que la loi le permet, d'accord? Toutefois, il y a des conditions importantes à remplir. Donc, à la base, votre accident doit être reconnu. Vous devez reconnaître votre accident, vous devez l'ouvrir, faire un dossier de réclamation. Vous avez 3 ans du fait accidentel ou de la survenue de l'événement. C'est en cours. Donc, on a 3 ans, autrement dit. C'est ça. Vous avez 3 ans de prescription extinctive, 3 ans pour ouvrir votre dossier. Après 3 ans, là, vous jouez dans une zone... Si vous vous réveillez 3 ans plus tard pour votre accident puis vos rechutes, vous allez être dans l'eau chaude. C'est fini. Faites pas ça. Alors, votre dossier est ouvert normalement, vous avez été compensé, bon, ils vous ont déterminé un emploi, mais vous persistez avec des douleurs ou des troubles psychologiques, peu importe, vous pouvez effectivement appliquer, demander l'ouverture d'un dossier de rechute, la relecture. Encore une fois, le fardeau de preuve est sur vos épaules. Vous devez donc documenter votre dossier. On revient au 3D. Documenter et bien sûr soumettre la meilleure preuve. C'est toujours la règle de la meilleure preuve avec la SAC. OK? Et c'est toujours une question de preuve médicale. Un dossier qui est bien monté va bien se passer. Un dossier qui est mal monté, qui est mal documenté, ça va peut-être chirer, comme on dit. Et donc, la personne peut revenir en arrière pour ouvrir un dossier de rechute, mais ce n'est pas une bagatelle. Vous devez, comme je vous dis, prouver un changement substantiel dans votre santé et que ça soit en lien avec l'accident. On va prendre vos conditions antérieures, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Comme par exemple, il y a des gens qui ont été bien compensés puis qui ont eu une infection hospitalière, okay? Ils ont attrapé une bactérie à l'hôpital, il y a eu l'accident. Ça n'a rien à voir avec la SAC, c'est simplement le processus, l'accident comme tel. Ça a juste à voir avec un problème. Mais tout ça est lié. Donc, si vous avez des complications, le lien causal est reconnu. Il y a de la jurisprudence qui reconnaît ça. Mais essentiellement, si tout va bien, vous n'attrapez pas de bactéries, mais vous sentez juste que vos blessures perdurent, puis malgré ce que la SAC a décidé il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes toujours aux prises avec quelque chose, puis vous avez toujours documenté, puis vous avez consulté, vous dites à votre docteur, écoute, doc, je suis toujours mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Bien oui, vous aurez la possibilité de rouvrir votre dossier, même de demander une reconsidération de certaines décisions si vous pensez qu'il y a un fait nouveau, il y a quelque chose, mais c'est des mécanismes d'exception. En général, la chose est jugée. C'est comme je vous dis, vous allez devoir pédaler fort pour renverser ce fardeau-là qui est sur vos épaules. Mais ce n'est pas impossible. Oui, vous pouvez ouvrir un dossier de rechute, mais il faut bien le documenter, puis ce n'est pas gagné d'avance. Puis il faut retenir les 3 ans. Parce qu'au-delà de ça,
c'est impossible d'avoir gain de cause, Ben, finalement. ça dépend. Ça, c'est votre dossier d'origine, mais une rechute peut arriver 10 ans plus tard. Si votre dossier a été ouvert dans la période de 3 ans, vous êtes correct là, si la rechute arrive plus tard. Parce qu'une rechute, on ne peut pas renoncer à un droit futur au sens de la loi, au sens du Code civil. Est-ce que vous avez beaucoup de cas similaires, c'est-à-dire des gens qui font des rechutes et qui... oui? Ah oui, beaucoup. J'ai énormément de cas de rechute. J'ai même des clients qui me rappellent 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard et qui ont soit un nouvel accident, soit des complications par rapport à l'accident pour lesquelles je les ai aidés dans leur compensation, dans leur indemnisation. Alors oui, souvent on a réglé hors cours, on a gagné en cours et la personne a une persistance de douleur, un nouveau foyer de douleur qui vient lui polluer la vie, lui contaminer la vie et occasionnant, comme je vous ai dit un peu plus tôt, des contraintes au niveau de l'emploi, au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie intime. Alors ces gens-là ont le droit de demander une révision de leur dossier, une relecture sous l'angle d'une rechute récidive aggravation, mais c'est à eux d'en faire la preuve. On est de plus en plus en vélo. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que, par exemple, si j'ai un accident, je me fais frapper, j'ai des indemnités au niveau de la SAC? Comment ça fonctionne? Oui, bien, pour qu'on soit bien sûr reconnu par la SAQ, si vous êtes à vélo, il doit y avoir une voiture, un véhicule d'impliqué. Pas besoin nécessairement que l'auto vous ait touché. Ah non? Non. Une voiture, peu importe, ça c'est depuis c'est l'esprit de la loi, que la voiture est louvoyée sur la voie, que vous ayez voulu éviter, mettons, un nid de poule, et qu'une voiture vous a fait perdre le contrôle de votre vélo en même temps. Encore une fois, ça va être une question de reconstitution de la scène, mais fondamentalement, la voiture, si elle vous cause un accident et que vous êtes à vélo, qu'elle vous touche ou pas, vous êtes couvert. L'emportiérage, c'est couvert. Quelqu'un qui ouvre la porte, vous rentrez dans la porte, vous êtes couvert par la SAC. Que la voiture bouge, qu'elle soit en mouvement ou pas, c'est l'usage de la voiture qui importe. Donc, c'est très important aussi d'ouvrir un dossier, d'avoir des preuves également. Qu'est-ce qu'on fait si la personne a fait un délit de fuite? Ça doit être un peu difficile. Mais il y avait une cause dans la région de Rimouski, justement, c'était un délit de fuite. La personne s'était faite frôler, je crois. La personne avait frôlé, la cycliste était tombée. Aucun témoin, à part tardivement. C'était c'était pas évident pour la jeune dame. Vous avez des recours, il faut simplement... Et il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, Maître Desjardins, que c'est les mêmes services, c'est-à-dire que ce soit en voiture ou en vélo, la personne aura le droit d'avoir tous les traitements. Piéton, cycliste, automobiliste, juste cycliste, ça ne marche pas. Okay? Ça, c'est vos assurances à vous, peu importe. Piéton, bien sûr, ça ne marche pas. Auto, ça fonctionne. Auto-vélo, auto-piéton, voilà, auto. Du moment où un véhicule automobile, auto-skidoo, hein, d'accord, les skidoo, les VTT sur un chemin public, du moment où il y a un véhicule qui est impliqué, vous allez être couvert par la SAC, dans les grandes lignes. Donc ça, c'est important de le dire. C'est important de documenter. De documenter, exactement. S'il n'y a pas de témoin, ben là, ça va être la preuve testimoniale, ça va être votre dossier médical, ça va être peut-être la dépanneuse qui est arrivée, pas la dépanneuse, mais les pompiers, la reconstitution de l'événement, votre témoignage, la réalité, ce que vous viviez avant versus après. Encore une fois, il faut documenter, il faut contester, il faut ouvrir le dossier, peu importe les circonstances. C'est pas gagné d'avance, mais il faut le faire. Au niveau des gens issus de l'immigration, quels sont leurs droits au niveau de la traduction? Par exemple, si quelqu'un, ça fait pas très longtemps qu'il possède le français, et comme c'est déjà compliqué, les dossiers de la SAC, est-ce qu'ils peuvent avoir quelqu'un pour traduire les documents ou un interprète? Bien, en cours, j'ai déjà vu, c'est un service d'interprète, effectivement, pour les personnes, les nouveaux arrivants. C'est sur demande, bien sûr. Il faut parfois débourser pour ces frais-là. En anglais, encore une fois, le système vous permet d'avoir les communications en anglais sur demande. Mais il faut en faire la demande, c'est pas d'entrée de jeu, là. Est-ce que cette clientèle est plus particulière? On a l'impression qu'elle
ont peur d'aller consulter un avocat, elles ont peur de demander parce qu'elles viennent d'arriver. Est-ce que vous trouvez qu'elle elle est différente, cette clientèle? Encore une fois, c'est toujours un peu comme le choc culturel. On arrive dans un autre pays. Si moi, demain matin, je m'en vais vivre au Pakistan, ben, c'est certain que ça va me prendre une couple de semaines pour m'intégrer, pour comprendre les mœurs, les coutumes, puis la langue, forcément. Alors, c'est une question d'adaptation. Mais les droits, j'aime toujours cette phrase-là, c'est des fruits qui sont dans un arbre, les droits. Vous avez un devoir, vous avez la question droits et obligations. Mais vos obligations aussi, c'est de saisir vos droits. Ça ne vous tombera pas tout cul dans le bec, là. OK? On ne vit pas dans un monde féerique. C'est un monde où il y a des droits, énormément de droits au Québec, où on est dans une qualité de vie inégalée à travers le monde, une paix sociale inégalée. Mais vous devez saisir vos droits. Vous devez vous lever le matin puis bouger. Peu importe votre état, peu importe vos limitations. Vous devez saisir vos droits. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Puis si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va se passer. Combien de personnes, justement, ont réussi à se réintégrer avec leur parcours avec la SAC? Bien, c'est toujours une question statistique, je vous dirais. Il y a beaucoup de gens qui ne contestent pas. Mais les gens qui contestent avec un bon dossier médical, je vous dirais le taux de réussite est assez bon. Je n'ai pas toutes les statistiques, là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le processus plus souple, plus flexible de la conciliation, souvent les gens ont des dénouements beaucoup plus heureux que ceux de l'en audience. En audience, là, le taux de réussite, c'est environ 20 Donc, un dossier sur 5 va avoir gain de cause. C'est pas évident. Il faut se lever de bonne heure. C'est pas une partie gagnée d'avance non plus, le contester, même si vous faites toutes les étapes. C'est comme un peu une course à relais, une course à obstacles. On saute la première barrière, la deuxième, la troisième. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner à la ligne. Mais, comme je disais aussi, un dossier qui est bien documenté hausse les chances de succès. D'accord? Alors, c'est à vous c'est à vous de bouger dans la bonne direction. D'accord. En terminant sur le plan plus personnel, vous auriez pu trouver d'autres causes. J'ai une question. Oui. Ce parcours avec la SAC, est-ce que vous avez eu quelque chose? C'est pour ça que vous êtes intéressé à cette clientèle? Bien, quand j'ai fait mon droit, j'ai pris un cours au niveau les régimes d'indemnisation publique. Donc, j'ai vu la SAC, CNSST, IVAC à l'époque et tout ça. Je trouvais ça intéressant. Mais je ne pensais pas que j'allais être un avocat dans ce domaine-là. Le droit criminel m'intéressait, le droit pénal. On dirait que les grandes causes, j'adorais le droit constitutionnel, le droit spatial même. Mais j'ai trouvé un stage au contentieux de la SAC à la fin de mes études, à la fin de mon barreau. Et littéralement, j'ai trouvé ça par accident, pas de jeu de mots de mauvais goût. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai vu tous les rouages administratifs de la SAQ par les yeux du contentieux d'avocat. Et j'ai vraiment aimé ça. Et par contre, j'ai sauté la clôture à la fin de mon passage à la SAC, à la fin de mon année comme stagiaire et avocat junior. Et quelques années plus tard, en 2013, j'ai moi-même été victime d'un accident à vélo où est-ce que j'ai failli y passer. Le 18 avril 2023, je m'en souvenais toute ma vie. Je descendais la Côte-Berry. Et je m'en allais rencontrer une future cliente d'ailleurs. J'ai dû remettre mon rendez-vous. Je suis rentré à l'Hôtel Dieu quelques minutes après. Mon frère pensait que j'étais coupé en deux. Mais je l'ai appelé, donc il pensait que c'était une farce. Mais non, le pompier était là. Le camion Cube a tourné illégalement à droite sur Ontario, au bas de Berry. Moi, je m'emmenais en descendant par mon poids. Là, je pèse 225 livres, 230 livres. Je swingais, comme on dit. Et je descendais avec ma vitesse. Puis le camion m'a coupé. Donc, je freinais un petit peu pour contrôler ma descente, mais à un moment donné, Et là, j'ai vu le camion s'en venir et faire un virage. Et un pied plus loin, je me faisais écraser par les roues arrière. J'étais très chanceux. Miraculé. J'ai même pas ouvert le dossier SAC, j'ai pas eu besoin, Dieu merci. Et j'ai simplement eu un bon bleu au mollet, une frousse, mais je m'en suis sorti, par chance. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aider les autres. Bien, c'est certain que c'est un peu étrange qu'un avocat qui gagne sa vie en représentant les accidentés le soit lui-même en vélo. Mais j'ai été très, très, très chanceux de survivre ce jour-là. J'aurais pu être paralysé, j'aurais pu être endommagé, lourdement mort.
Mais voilà, alors c'est Alors, certain que vous ça êtes justifie là. encore plus, ça vient raffermir ma détermination à aider les gens. Vous êtes là. C'est la meilleure des choses. En terminant, le message que vous auriez à dire pour les gens qui nous écoutent, Mhm. issus de l'immigration, québécois de souche, au Ouais. niveau de la SAC. Vous avez des droits. Consultez. Et en contestant, ben, vous avez le droit de gagner. Dans le sens que même si la machine est lourde, nous, ce qu'on fait chez Cosolex, c'est qu'on veut on veut mettre l'humain au-dessus de la machine, justement. On veut vous redonner votre juste compensation, aider les accidentés, c'est ça. Quoi que vous pensiez, découragez-vous pas. Ne soyez pas une statistique négative du système. Battez-vous, soyez guerrier, guerrière dans votre aventure. C'est votre vie, c'est votre dignité, c'est votre qualité de vie qui va vous suivre toute votre vie. Si vous ne faites rien, vous allez avoir malheureusement le résultat de ce que vous aurez fait. Mais si vous vous levez et vous vous battez, vous allez, le restant de votre vie, être fier de vous. Peu importe l'issue, au moins vous aurez essayé et vous allez vous ne le regretterez jamais. Donc, consultez et battez-vous. Merci, Maître Desjardins. Plaisir.